Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Et comme vous le savez, tous les soirs, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Aïchata Haïdara Cissé, vous êtes présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali et ambassadrice des jeunes parlementaires africains. Merci d'être avec nous. Ce soir, Christian Cambon, vous êtes sénateur du Val-de-Marne, président du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc et vous êtes secrétaire du Sénat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fouad Aheda, vous êtes président au Parlement bruxellois. Et enfin, Mohamed Ansari, premier vice-président de la Chambre des conseillers. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Le 20 février, c'était la journée internationale de la justice sociale. À cette occasion, la Chambre des conseillers du Parlement du Maroc a organisé à Rabat un forum international dédié à la justice sociale. Plusieurs parlementaires, départements ministériels et organisations de nationalités différentes se sont réunis pour promouvoir l'action parlementaire au service de la justice sociale. Ce soir, nous revenons sur ce forum et plus largement sur les politiques de développement social mises en place pour promouvoir cette justice sociale. Mais que veut dire exactement ce terme et quels sont les indices pour le mesurer à l'échelle nationale et internationale? Quel est le rôle et la responsabilité du Parlement, du gouvernement et de la société civile dans la promotion de cette justice? Quels sont également les mécanismes de coopération internationale mis au service de la justice sociale parlementaire? Quel rôle dans la promotion de la justice sociale? C'est le titre de l'émission de ce soir. Bien, madame, messieurs, ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de comprendre finalement. C'est vrai qu'en entendant ce terme de justice sociale, il peut sembler simple à comprendre, mais derrière tout ça, il y a un ensemble d'indicateurs et de référentiels qui nous permettent de bien mettre le curseur sur des choses essentielles à son appréhension. Alors, Mohamed Ansari, vous êtes premier vice-président de la Chambre des conseillers. Le forum qui a eu lieu à l'occasion de cette journée spéciale, pourquoi on a choisi le Maroc comme pays organisateur et quels sont les différents acteurs qui sont impliqués dans ce forum? Premièrement, je vous remercie pour cette invitation et je vais demander de me permettre de m'exprimer en arabe allez-y, je vous en prie. Faire passer le message à mes citoyens. Alors tout d'abord, je souhaiterais dire que le forum tenu par la Chambre des conseillers intervient suite à la décision des Nations Unies en 2007 concernant la justice sociale et qui avait recommandé de faire du 20 février la journée mondiale de la justice sociale. Au sein de la Chambre des conseillers et comme Jean Chambre, donc à l'aube de cette constitution, nous avons choisi ce thème, d'autant plus qu'il coïncide avec le 20 février qui est un symbole au niveau du Maroc et dans les pays arabes. Nous traitons donc du développement social et de la justice sociale. Et c'est là un thème qui est traité dans plusieurs pays. Nous avons donc choisi ce thème pour en faire une première initiative dans le monde pour commémorer la journée mondiale de la justice sociale. Et nous avons même choisi un slogan: le développement de la dignité humaine pour permettre une vie digne. Donc nous voyons que tout cela a trait à la dignité de l'homme. Et nous sommes ravis de la réussite de ce forum. Et pour plusieurs raisons. La première raison est que nous sommes fiers d'être pionniers, de commémorer cet événement à sa date. La deuxième raison est que tout cela est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et un message royal a été lu. La dernière raison est que ce forum a compté avec la présence de plusieurs personnalités. Nous avons eu parmi nous donc le président de l'Union interparlementaire, l'ex-président du gouvernement espagnol, le représentant de l'ONU, l'Union européenne et plusieurs personnalités notoires, dont certaines personnalités ici au plateau. Donc toutes ces personnalités ont fait des interventions, des échanges d'idées ont été fructueux. Donc nous sommes également fiers
d'agir au Maroc sur ce thème. Et nous considérons que la justice sociale est un pilier pour tout développement social et économique. Nous travaillons sous les hautes directives de Sa Majesté le Roi. Nous travaillons également avec les syndicats, avec les partis, avec la société civile, afin de parvenir à une solution. Nous ne pouvons pas, bien entendu, parvenir à la perfection. Nous voulons aujourd'hui écouter nos partenaires, les experts parmi nous, pour savoir où nous en sommes. Alors, il semble que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons mis le train sur les rails, et nous souhaitons que les ateliers se multiplient pour parvenir à notre fin. On va revenir bien sûr sur toutes ces notions. La justice sociale, bien sûr, elle est centrale, elle est transverse, c'est un sujet qui est transverse, qui implique l'ensemble des institutions et des forces vives du pays. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Ansari. Le Maroc, c'est un endroit symbolique pour organiser ce forum sur la justice sociale, M. Cambon? Oui, je pense que le choix du Maroc est un bon choix, parce que le Maroc conduit une politique depuis un certain nombre d'années assez autonome par rapport à d'autres pays de la région, et tente à la fois à conjuguer le développement économique et une meilleure répartition des richesses et des conditions de vie dans le pays. C'est une ambition qui est exigeante, c'est une ambition qui nécessite de prendre un certain nombre de mesures législatives ou réglementaires qui vont permettre à chacune et à chacun, qui ne n'est pas fatalement égal, mais de rattraper en quelque sorte cette inégalité de la vie pour bénéficier de chances qui permettent à chacune et à chacun de s'épanouir dans une société qui se veut plus juste. Et donc je pense, et nous pensons depuis la France, mais depuis bien d'autres pays, que le Maroc s'est engagé dans une action, dans une politique qui vise effectivement à la fois conduire le développement et mieux répartir ce développement dans toutes les couches de la société. Et c'est ce qui me semble être le bon choix pour le Maroc. Je crois qu'à travers ce choix, on peut mesurer, on l'a vu au long de cette journée, on le verra demain, les efforts qui sont faits dans ce sens. Mais chaque pays, fût-il développé, riche, a aussi chacun le devoir d'assurer la justice sociale, qui ne va pas de soi. Et même les pays européens, peut-être tout autant que les pays moins développés, ont besoin de s'inscrire dans cette recherche d'une justice sociale. Alors justement, on a des pays qui sont de niveau de développement différent, avec peut-être une perception de la justice sociale aussi qui est différente. Comment on appréhende justement cette justice sociale? Ça va nous amener à parler de la définition aujourd'hui de cette justice sociale. Merci beaucoup. Je vais revenir sur le fait que ce n'est pas les conférenciers qui ont choisi le Maroc pour être là. Il faut dire que c'est une initiative de la Chambre des conseillers du Maroc. Donc c'est le lieu pour moi de les féliciter et puis de rendre un hommage mérité à Sa Majesté qui a accepté d'être le parrain. Et comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le Maroc est quand même un exemple dans ce domaine, parce qu'on a vu le printemps arabe, mais le Maroc n'a pas tellement été touché tout simplement parce que les richesses sont plus ou moins quand même reparties et la justice sociale est en marche. En parlant de définition... La date est importante, c'est ce qu'a dit Ansari tout à l'heure, que le 20 février est une date importante et symbolique, et c'est pour ça que cette date a été choisie. C'est symbolique, mais c'est la Chambre des conseillers qui a décidé d'organiser ce forum. Et nous, on est très satisfaits, en tout cas moi, en tant que femme parlementaire, parce que quand on parle de justice sociale, moi je pense que les femmes sont en reste, les femmes, les jeunes, les handicapés. Donc c'est un combat qui est mené par les femmes, parce que qui dit femme, dit épouse. Qui dit femme, dit sœur. Qui dit femme, dit mère. Donc l'injustice sociale touche en première ligne les femmes. C'est pour ça que je suis vraiment très satisfaite de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin et qu'on va entendre certainement demain, et des décisions qui vont être prises. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, il faut prendre des décisions. Et au niveau du Parlement, les parlementaires que nous sommes avons, je vais commencer par la fin parce que vous en aviez parlé dans votre introduction, on a un rôle très important
à jouer pour que la justice sociale soit une réalité. Il y a beaucoup trop d'injustices par rapport aux handicapés, comme j'ai dit, par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a la guerre un peu partout, il y a le terrorisme un peu partout. Aucun pays n'est épargné, mais principalement les pays de l'Afrique. Je touche du bois, le Maroc sort un peu du lot à cause de la politique. Je ne l'ai pas dit, mais vous venez du Mali. Hein. C'est vrai oui, que je viens du Mali, je suis malienne, et je suis présidente du réseau des femmes du Mali. Et on fait beaucoup de combats pour ça. Et les guerres amènent forcément l'injustice sociale. Pourquoi? Parce que pendant les guerres, les femmes sont violées. Elles sont les premières victimes. Souvent même devant leurs époux et devant leurs enfants. C'est souvent utilisé comme une arme de guerre. On reviendra sur la place de la femme parce que c'est un point extrêmement important dans le cadre de la justice sociale. Fouad Haidar, juste pour la définition de la justice sociale, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de différences de perception qu'on peut avoir en fonction des pays. Mais la justice sociale, c'est que, par exemple, moi, en tant que parlementaire belge, mes parents n'auraient jamais imaginé un instant que leurs enfants auraient pu étudier et arriver aussi loin. Moi, nos parents sont immigrés vers la Belgique il y a plus de 50 ans. Je suis pratiquement troisième génération puisque mes grands-parents sont venus en Belgique pour travailler, et puis mes parents. Et aujourd'hui, les enfants d'ouvriers ont pu étudier parce qu'à un moment donné, des politiciens prennent le courage en disant que l'enseignement est un droit pour tous. Effectivement, ce n'est pas le top, ce n'est pas... on a eu l'occasion d'avoir des bourses, c'est peut-être pas dans les mêmes conditions que d'autres enfants qui avaient peut-être beaucoup plus aisés, mais la justice sociale, c'est de permettre à des gens de pouvoir étudier, par exemple. Je donne un simple exemple par rapport à la Belgique. Moi, je suis rentré en politique pour corriger des injustices. Vous savez, quand je donne j'ai entendu un ami juif un jour dire, quand je donne une aumône à quelqu'un qui m'en dit, pour moi, je fais une sadaqa. Mais de la manière dont il explique, c'est dire, je corrige une injustice. Je ne donne pas parce que je veux donner l'aumône, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, que cette personne se retrouve dans cette difficulté. Et qu'est-ce que je veux faire pour apporter ma pierre dans l'édifice pour éviter justement que cette personne continue à mendier et qu'elle puisse trouver son chemin. Donc aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est que, d'abord, je suis très content que cette initiative existe. Quand on parle quand on parle de justice, c'est parce qu'on veut être correct, parce qu'on veut partager la richesse de manière à ce que tout le monde puisse pouvoir y bénéficier. Mais à un moment donné, comme on dit en flamand, mesurer, c'est savoir. Comme a dit notre président sénateur, il a dit mesurer, c'est savoir. Et donc aujourd'hui, on a marqué le tempo en disant comment était le Maroc il y a 20 ans et comment il est aujourd'hui. Si on voit l'évolution du Maroc aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers du travail qu'a fait Sa Majesté et tous les élus politiques qui ont chacun à leur tour fait peut-être plus ou un peu moins, peu importe. Mais en tout cas, dans l'ensemble, le Maroc avance bien et avance très vite. Et donc on se dit, effectivement, c'est un pays qui est un partenaire intéressant pour collaborer à l'avenir, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore mieux et plus le quotidien. La seule chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le Maroc n'a pas beaucoup de moyens, et pourtant, il a fait beaucoup. Et se dire, à un moment donné, de se dire, comme disait une fois une personne, me dit, vous savez, le gros problème qu'on a aujourd'hui avec tous ces termes de justice sociale, c'est que, comme il disait par rapport au Maroc, il me disait, vous savez, le problème du Maroc, monsieur, c'est une salle d'attente interminable. On ne sait jamais quand son tour va arriver. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, et j'attends effectivement de vous, les politiciens, c'est que mon tour arrive. Et donc, comment vous expliquer à quelqu'un qui a 25 ou 30 ans, qui a étudié, mais qui ne trouve pas de travail, qui n'a pas de revenus, et qui à un moment donné veut essayer de trouver une solution, donner un sens à sa vie, et qu'il ne voit qu'il n'a pas de perspective. À nous, effectivement, de donner des perspectives à ces gens. Et donc, je pense que quelque part, nous allons simplement essayer de trouver des solutions, chacun le mieux qu'on peut, et aller vers la perfection. Et on sait très bien qu'on n'arrivera pas, et qu'on n'arrivera pas à la perfection du 100%. Mais on doit essayer, en tant que politicien, de trouver des solutions au plus grand nombre. En tout cas, c'est pour ça que moi, je suis rentré en politique, pour essayer justement de parler de ce qui va mal, pour essayer d'améliorer et de trouver des solutions pour que le plus grand nombre puisse en jouir. Alors, vous l'avez dit, savoir, c'est mesurer. Vous l'avez dit en flamand. Comment ça se dit en flamand? Parce que vous dites, c'est ce que vous dites en flamand. Bon, alors savoir, c'est mesurer. Comment on mesure, justement, aujourd'hui, l'inégalité sociale? Alors, on a beaucoup de ratios qu'on voit apparaître entre les salaires les plus bas et les salaires des grands patrons, ou l'accès à des systèmes de santé, à des systèmes de retraite aujourd'hui. Quels sont les indicateurs objectifs qui nous permettent de mesurer, finalement, les inégalités et le niveau de la justice sociale? De mon point de vue, les indicateurs sont multiples puisqu'ils dépendent effectivement de la condition que la population vit dans chaque pays. Dans certains pays en grande difficulté, la justice sociale, c'est par exemple l'accès à l'eau potable. Pour nous, l'accès à l'eau potable, ça n'a plus vraiment de sens, puisqu'on ouvre un robinet et on a l'eau potable. Dans d'autres pays, si vous n'avez pas accès à l'eau potable, vous n'avez pas l'éducation, vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas la possibilité de vivre décemment.
Dans d'autres pays, la justice, si je prends à l'autre bout, dans les sociétés occidentales très développées, la justice sociale, ça va être effectivement la possibilité de s'épanouir et d'accéder aux plus hautes responsabilités économiques, politiques et sociales à partir de l'éducation, qui est un facteur absolument essentiel. L'éducation est au cœur, d'une manière générale, de la justice sociale. Mais je pense que bien avant l'éducation, il y a l'accès à un certain nombre de conditions de vie et de dignité humaine. La justice sociale commence par la dignité humaine. Si vous vivez dans des conditions inhumaines et parfois proches de conditions insupportables, je pense que vous ne pouvez pas accéder à tout l'ensemble du dispositif qui constitue la justice sociale. Donc c'est assez difficile de donner une définition pour tous de la justice sociale. La justice sociale, elle va s'apparenter à la situation réelle de chaque individu dans le pays dans lequel il est. Si vous allez au Burkina Faso, le premier élément de justice, c'est d'une part, bien sûr, l'accès à l'eau, l'accès manger tous les jours, vivre et manger tous les jours. Qu'est-ce qu'ont dit les grands chefs d'État lors de la COP 20 à Copenhague? Ils ont dit, vous êtes gentils, vous voulez nous faire ralentir notre croissance, mais nous, notre problème, c'est qu'on doit chaque jour donner à manger et à boire à nos populations. Et donc nos critères ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que souvent, dans ces grandes conférences internationales, il y a comme des hiatus, il y a des incompréhensions qui naissent du fait que au départ, c'est d'abord la dignité humaine. Notre amie Madame Ayatara le souligne très justement, elle vient d'un pays en guerre. Si constamment, tous les jours, vous ne savez pas si le soir vous serez vivant, votre mari sera vivant ou vos enfants pourront aller à l'école et revenir vivants, il est évident que la justice sociale dans un pays en guerre, ça n'a rien à voir avec la justice sociale en France, où on va tomber sur des revendications salariales, de conditions de travail, de nombre de jours de vacances. On n'est absolument pas dans les mêmes paysages, justement, dans les mêmes perspectives. Ce différentiel, justement, c'est tous ces forums qui permettent de réunir différents avis, différentes perceptions. Les Français, on peut avoir toujours l'impression qu'ils sont en train de râler alors qu'ils ont... Ah, vous voyez la perception. Vrai. Non, mais alors on peut avoir cette perception-là. Au niveau du Mali, on va avoir d'autres considérations qui sont beaucoup plus basiques, qui serait le niveau finalement 0,1 du développement, c'est-à-dire avoir tout simplement l'accès à l'eau, avoir la possibilité de vivre en paix. En Belgique, c'est d'autres considérations. Pays qui a quand même vécu sans gouvernement pendant un moment, donc il peut y avoir d'autres considérations. Ça permet quoi, tous ces échanges? On arrive à se mettre d'accord sur finalement un tronc commun en se disant il y a quand même des choses communes, des défis communs à toutes ces sociétés, et ensuite c'est des points de détail et sur chacune des sociétés. Ansari, si on devait prendre le Maroc, là on a eu l'exemple de la Belgique, l'exemple du Mali qui est un pays aujourd'hui, on connaît la situation dans laquelle il est, la France aussi, et nous. En général, je partage l'opinion de mon confrère. Lorsque nous parlons de la justice sociale, nous ne parlons pas de la justice sociale qui existe dans des pays avancés, mais de la justice sociale qui existe dans des pays similaires aux nôtres. Mais il existe des dénominateurs communs. Par exemple, le logement est un dénominateur commun pour tous les peuples. Le logement est essentiel et tel que nous l'appelons ici de manière commune au Maroc, le logement est le tombeau dans ce bas-montre. Dans le cadre justement de la justice sociale, nous luttons aujourd'hui au Maroc contre les bidonvilles, les logements insalubres estimés à plusieurs centaines de milliers. Donc le citoyen souhaite disposer d'un logement. Lorsque nous parlons de logement, le citoyen souhaite disposer d'un logement doté en eau, électricité, installation sanitaire. Et une fois qu'il a tout cela, il passe à une autre étape et souhaiterait avoir une école à proximité de son domicile, un hôpital également. Et s'il est artisan ou menuisier, il souhaiterait avoir donc le lieu de travail à proximité de son domicile. Alors pour ma part, je viens d'un milieu rural. La justice sociale d'antan n'est pas celle d'aujourd'hui. Je n'avais pas de transport pour aller à l'école. Je marchais à pied à quelques 6 kilomètres. Il n'y avait pas
d'éclairage. Alors aujourd'hui, tout est fourni. Et tel que l'a dit M. Komos et notre cher ami Komos, le Maroc est en pleine mutation en matière de justice sociale. Et lorsque nous passons d'un certain type de justice sociale, nous passons à une autre justice sociale. Et tel que l'a dit M. Haïdar, on ne peut pas percevoir cette justice sociale et son développement au Maroc si on ne connaît pas le Maroc d'autrefois. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle ère, et une ère après post-constitution 2011. Nous avons, par exemple, le Ramed, et j'y reviens, cette couverture sociale. Auparavant, c'était un rêve. Le transport scolaire également. Donc, l'assistance aux citoyens à accéder à l'éducation ainsi que le transport. Donc, nous tentons de trouver cet équilibre et d'avoir une équité sociale. Mais nous avons des carences, bien entendu. Nous avons aujourd'hui au Maroc l'enseignement privé qui est coûteux et qui n'est pas ouvert aux personnes démunies. Et c'est dans ce sens que nous parlons de justice sociale. Après, justement, cette justice sociale, nous pouvons passer à la justice fiscale. On va parler finalement de l'équité sur tous les plans. Vous avez parlé d'équité fiscale, on parle d'équité de l'accès à l'éducation. Il y a une grande différence entre l'équité, ce qu'on demande nous comme équité sociale au Maroc, et d'autres pays qui sont plus avancés. Mais je dirais qu'il y a un développement. On remonte à une autre étape. Passe d'étape à étape. Là, on voit bien que tout cela est extrêmement transversal. Vous parlez d'éducation, vous nous parlez d'équité fiscale, d'accès au logement sécurisé, d'accès à la propriété. Et ça, on pourrait en parler parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. On en parle très souvent sur ce plateau. Et tout cela montre finalement que c'est très transversal et que toutes les institutions, tous les ministères sont impliqués. Là, quel est le rôle des parlementaires que vous êtes aujourd'hui dans vos pays respectifs pour justement augmenter cette justice sociale? Moi, je dirais que, comme j'ai commencé à le dire d'ailleurs, les parlementaires ont un rôle très important à jouer. La première des choses à faire, c'est qu'avec les conventions internationales en général, il y a des lois qui protègent ceux qui sont diminués. Mais ces lois sont souvent pas respectées. En tout cas, si je dois parler de quelques pays que je connais, comme le Mali, c'est dans l'application qu'on a des problèmes. Donc avant la justice sociale, il faudra déjà la justice. Voilà, il faut déjà la justice. Et très souvent, les parlementaires que nous sommes un peu frileux pour interpeller les gouvernements parce que généralement la majorité est du gouvernement. C'est-à-dire les groupes parlementaires sont souvent majoritaires à l'Assemblée nationale et ils ont peur de heurter. Il ne faut pas avoir peur de mots parce qu'en tant que parlementaire, il faut dire les choses comme elles se présentent. Alors que le contrôle de l'action gouvernementale est très important pour un parlementaire. Deuxièmement, il y a des constitutions qui ne permettent pas aux parlementaires de proposer des lois. Je m'explique. Par exemple, au Mali, un parlementaire peut proposer des lois. Mais si tu proposes une loi, il faudrait que ce soit une loi qui ne génère pas des dépenses. Ou alors, tu mets en face... Ça existe, ça? Voilà, ou bien tu mets en face des recettes, sinon tu n'en as pas le droit. Donc, généralement, les lois viennent du gouvernement et les parlementaires en général, comme il y a la majorité, c'est comme partout ailleurs, même en France, aujourd'hui, il y a la loi qui est passée, pour moi c'est une loi controversée par rapport au terrorisme, par rapport à la déchéance de nationalité, c'est passé certainement parce que la gauche a la majorité. Donc, c'est des majorités en général mécaniques. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des parlementaires pour qu'on se dise que nous sommes élus par les peuples et à un moment donné, on rend service au gouvernement, à notre majorité, en touchant du doigt les problèmes et en les interpellant s'il y a des lois qui ne sont pas appliquées ou bien s'il y a des améliorations à faire qui ne sont pas faites. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la justice sociale, elle est dans l'esprit de chaque constitution, elle est en filigrane dans n'importe quelle constitution, mais c'est-à-dire que les mécanismes constitutionnels, aujourd'hui, ne sont pas au point dans beaucoup de pays pour assurer cette justice sociale. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises au point pour essayer d'arriver à un maximum à une justice sociale. On sait très bien qu'il y a c'est pas d'utopie, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le débat qu'on mène, par exemple, quand moi j'ai une discussion avec nos amis parlementaires, on leur dit, écoutez, moi j'ai pas un problème avec les riches. Moi j'ai un problème avec les égoïstes. Et donc il y a des gens qui ont un peu plus et il y en a qui n'ont rien.
Donc à un moment donné... Il y a des pays où on a l'impression qu'on a des problèmes avec les riches. Voilà, et donc à un moment donné se dire effectivement clair qu'on n'a pas de problème avec les riches, mais on a un problème avec les égoïstes. Et il y a des gens qui n'ont rien et on doit les soutenir. Et donc on se dit effectivement, voilà, on a des propositions. Et c'est la seule raison d'être au niveau du Parlement, c'est d'améliorer les quotidiens des gens pour qui on a été élu et pour ceux qu'on n'a pas été élu. Parce que je pense qu'il y a un président français qui a très bien dit, il dit j'ai été élu par 51% des Français, mais je suis le président de tous les Français. Et ça doit être applicable pour toutes les politiques. Et donc les parlements, à un moment donné, et c'est ce que je dis quand j'entendais madame dire effectivement que certains politiciens sont frileux, moi ça me fait un peu peur parce qu'ils sont élus par le peuple et on est là justement pour faire du bruit et pour se faire entendre et pour montrer effectivement qu'on a des moyens financiers et qu'il faut mieux les appréhender par rapport à la population. Donc moi, je déclare par rapport à ça, c'est que la première chose qu'il faut se poser la question quand on vote pour quelqu'un, c'est comme disait l'abbé Pierre, et je vais le citer lui aussi, parce que comme ça, tout à l'heure, on a parlé d'une personne juive, maintenant on va parler d'un chrétien, mais on va dire, on parle d'abbé Pierre qui disait, pour pouvoir s'indigner, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on est digne soi-même. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et beaucoup de gens crient à tout bout de champ, mais ils sont eux-mêmes pires que les gens, et en réalité, c'est des élèves qui sont devenus des mauvais maîtres. Donc parfois, ils ont subi, et quand ils arrivent au pouvoir, ils font parfois pire. Et donc je me dis à un moment donné, le citoyen a une responsabilité importante. C'est-à-dire que le citoyen marocain doit aussi à un moment donné, quand il va porter son vote, de se dire, il va créer un emploi, il va créer 2 emplois, il va même créer 1000 emplois. Et les autres 35 millions Marocains, qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il faut arrêter avec ça. Et je pense qu'à un moment donné, on doit penser à l'âme, on doit penser à la situation de groupe. Et je pense que là, il y a encore énormément de choses à faire. C'est ce que je dis tous les jours. Quand notre imam, moi en tant que musulman, quand je vais dans la mosquée, l'imam m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier, il m'a dit le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il t'a donné, c'est ce que tu en fais. On a tous une langue ici. Alors cette langue, elle peut nous utiliser, on peut l'utiliser pour faire du mal, mais on peut l'utiliser pour faire du bien. On nous donne de la force, on peut écraser les gens, ou bien on peut soutenir les gens. On te donne des moyens financiers, il faut savoir ce que tu en fais avec. Je pense qu'on a tous des responsabilités à un moment déterminé et tout. C'est le peuple qui nous a élus, et on est là pour rendre des comptes. C'est pour ça que mesurer ses savoirs, c'est qu'après 5 ans, à chaque fois, on doit venir taper sur la table et dire « je peux savoir ce que tu as fait, s'il te plaît ». Christian Cambon. Oui, c'est très important ce que dit notre collègue de Bruxelles, parce que je pense qu'au départ, il y a la notion de démocratie qui est le véritable support de l'égalité sociale. Vous posez la question de savoir ce que peuvent faire les parlements. Déjà, les parlements prennent leur origine dans le suffrage de leurs concitoyens. Ils sont envoyés dans des instances pour représenter le peuple. Démocratie, le peuple gouverne. C'est la signification du mot démocratie. À partir de là, les parlements, ils ont 3 moyens essentiels. Ils n'ont pas tous les moyens, ils ont 3 moyens. Le premier, c'est celui de la norme, c'est la loi. C'est le Parlement qui vote la loi. Si vous votez des lois, des bonnes lois, le gouvernement du pays est bien géré. Donc il faut déjà... encore faut-il qu'elle soit appliquée. Encore faut-il qu'elle soit appliquée, mais tout prend son origine dans la loi. Donc, vous avez le vote du budget. Car la loi, c'est la norme, mais vous pouvez faire des normes toute la journée. S'il n'y a pas de budget... Et ma collègue du Mali dit, évidemment, c'est toujours ennuyeux de ne pas pouvoir faire voter des lois où il y aurait que des dépenses et jamais de recettes. Mais s'il n'y avait pas de recettes face aux dépenses, ce seraient des lois inapplicables et inefficaces. Donc c'est une contrainte pour nous tous qui est très ennuyeuse. Nous aussi, c'est pareil au Parlement français. Si vous n'avez pas les recettes en face des dépenses, vous ne pouvez pas voter. Donc le vote du budget est très important parce qu'à travers le budget, c'est comme dans une famille. Vous pouvez orienter vos propres dépenses, savoir quels investissements vous allez privilégier et quels vous n'allez pas privilégier. Et dans la justice sociale, l'ensemble du dispositif législatif est très important. Les pays qui ont créé une sécurité sociale. Regardez la difficulté du président américain. Le président américain, l'État le plus puissant au monde, hein, et qui au bout d'un 2e mandat n'a pas fini de mettre en place une sécurité sociale pour... tous les Américains. Pour nous, en Europe, c'est des sujets qui datent d'il y a 50 ans. Hein. Alors le président américain a failli même ne pas pouvoir le mettre en place. Donc si vous voulez, on voit bien que là aussi, il y a des vrais problèmes. On se dit là, finalement le concept de justice sociale aux États-Unis n'est pas du tout le même que celui qu'on a en Europe, puisque là-bas, c'est un petit peu chacun pour soi. Hein. Si vous ne payez pas des belles assurances, vous n'êtes pas vraiment bien soigné. En France, en Europe, en Belgique, partout. Et je pense que c'est l'aspiration de tous les pays d'arriver justement à faire vivre ces dispositifs. Et le troisième moyen des parlementaires, c'est le contrôle
contrôle de l'action de l'État. Mme Haïdara a souligné ce point, c'est très important. Puisque vous êtes là pour contrôler, vous n'êtes pas là vous n'êtes pas le gouvernement, vous êtes par définition le Parlement. Et le Parlement doit agir, parce qu'un gouvernement, il travaille au quotidien, il va avoir tendance effectivement à oublier des promesses qu'il a faites. Nous appartenons à un pays, la France, où il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites et où le drame qui est en train de se nouer en France, c'est que systématiquement les gouvernants promettent, ils sont élus et ils font le contraire de ce qu'ils disent, ou en tous les cas, ils font pas vraiment ce qu'ils disent. Et ça crée une énorme tension dans le pays. Il risque d'être réélu. Il risque d'être élu ou de ne pas être élu. Oui. Mais donc voilà 3 éléments. Créer la norme, c'est la loi. Donner les moyens, c'est le budget, et puis contrôler l'action du gouvernement pour voir si le budget et la norme correspondent. Et donc je pense que le rôle des parlements est très important. Et là où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de parlement. Il y a des États où il n'y a pas de parlement du tout, ou bien il y a des parlementaires qui sont nommés. Bon, on est sûr que ça ne va pas très loin sur le plan de la justice sociale. Alors je vais vous poser une question sans embâche, je vous y répondrai juste après la pause, mais en gros, tous ces vœux pieux, est-ce que finalement ce ne sont pas des vœux pieux à partir du moment où on est inscrit dans la doxa capitaliste ou ultralibérale qui de toute façon fabrique des inégalités sociales par définition? On fait une petite pause et vous répondrez à ça juste après. 60 minutes pour comprendre, deuxième partie, j'allais dire l'injustice sociale, ouais, c'est un lapsus assez révélateur, la justice, mais c'est en même temps la justice sociale en question, bien sûr, quand on arrivera à la justice sociale. Je vous ai posé une question juste avant la pause, c'est vrai que ça peut être une question philosophique sur les modèles économiques qui sont aujourd'hui au niveau de la planète, au niveau du Maroc, qui a choisi un système libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitalisme, le libéralisme, l'ultralibéralisme est compatible avec finalement cette notion de justice sociale? C'est l'Ansari. Merci. À mon sens, ce sont là des questions délicates et qui comportent des choix et qui diffèrent d'un pays à un autre. Et la politique est prédominante. Le Maroc a ses choix, bien entendu, ses choix politiques, et qui se base sur les orientations des partis. Et tel que vous le savez, nous sommes un pays démocratique et qui a une nouvelle constitution, une constitution qui a tracé les orientations et qui a tracé également des données qui n'existaient pas dans les autres constitutions, notamment la constitution de 1996. Alors aujourd'hui, nous avons la séparation des pouvoirs et qui intervient également au niveau légal et qui garantit les droits aux citoyens devant les tribunaux, par exemple, et ceci est essentiel. Alors, pour ce qui est de la femme, nous avons une aspiration à la parité, et ce de manière constitutionnelle. Un troisième point également, on souhaite également créer un conseil supérieur des jeunes, donc la jeunesse est prise en compte pour cette grande couche sociale et qui est primordiale. Et de ce fait, je ne vais pas énumérer toutes les nouveautés de la Constitution. Donc, après les élections, après les lois organiques, on souhaite trouver le bon équilibre. Donc, les élections sont organisées, suite à quoi une majorité est constituée, nous avons une opposition et nous avons un gouvernement, et le gouvernement a son programme, a ses orientations, et donc il détermine l'orientation, une orientation libérale ou pas, et c'est là la feuille de route. Le programme du gouvernement est discuté au sein de la Chambre des parlementaires et la Chambre des conseillers, puis approuvé par la Chambre des parlementaires. Et le programme détermine justement ses priorités et ses orientations. Donc voulons-nous encourager par exemple la justice sociale ou encore favoriser les personnes riches et l'accumulation des richesses?
Souhaitons-nous encourager l'enseignement, la santé ou encore le secteur agricole? Donc tout cela entre bien sûr dans le programme du gouvernement. Suite à quoi nous parvenons à l'application. Et là je rejoins l'avis de Madame et qui a parlé à juste titre de l'application. Notre problème est d'assurer le suivi des décisions du gouvernement, qui ont été prises à la majorité sous la supervision de l'opposition. Et ces lois permettent de voir si le gouvernement prône la justice sociale ou pas. Je vais revenir au Ramed. Ramed a débuté avant ce gouvernement et avant même la constitution de 2011. Ramed, suivant les déclarations, donc couvre 8 millions de personnes. Mais nous pouvons nous interroger, ces 8 millions de citoyens ont-ils réellement l'accès à la santé? Mais là c'est Ansari, vous êtes en train de me décrire finalement tout le processus démocratique qui est la base finalement. Moi je posais la question vraiment sur le modèle économique qui est utilisé, qui est le capitalisme, qui est le libéralisme, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que c'est compatible avec la justice sociale? Je reviendrai vers vous, Céline. Oui. Je veux dire un mot. Oui. J'estime qu'un modèle de libéralisme sauvage ne favorise pas du tout la justice sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé dans ce sens de l'équité fiscale pour justement aboutir à cet équilibre. Non, moi je dirais que le libéralisme et le capitalisme n'est pas compatible avec la justice sociale. Sauf que les pays qui utilisent ces modes économiques sont obligés de calquer sur la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est l'injustice sociale qui fait que le monde devient ingérable. Aujourd'hui, le monde est ingérable. Et je crois que tout le monde est conscient de cela. Ce qui fait que les gens vont adapter leur politique. Vraiment, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette conférence est vraiment la bienvenue. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça. En tout cas, au cours de cette conférence, je n'en ai pas entendu tellement parler. Mais aujourd'hui, on est dans une situation d'insécurité qui est due, de mon point de vue, à 80 ou 90% à cette injustice sociale. Parce que les terroristes sont en train aujourd'hui de recruter les jeunes parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et ces jeunes-là se font exploser, ils préfèrent mourir. Si on doit parler de l'immigration, les jeunes qui utilisent des bateaux de fortune pour aller se tuer, aujourd'hui ça devient un vrai problème. C'est un gros caillou dans l'épine aujourd'hui de l'Europe. Parce que les gens, ils partent n'importe comment, ils préfèrent mourir. Donc j'ai dit que les gens sont obligés d'adapter ça. Je vais juste parler de quelque chose, c'est l'aide au développement. L'aide au développement aide beaucoup nos pays. Mais les conditions, de mon point de vue, qui sont à l'intérieur de tous ces accords-là, doivent être revues. Doivent être revues pourquoi? Il y a des entrepreneurs, si je prends même l'exemple de la Chine par exemple. Les Chinois en général, quand ils donnent des financements, ce sont des Chinois qui font les travaux. Ils prennent rarement l'ouvrier, ils vont peut-être prendre l'ouvrier, mais ils ne prendront pas l'ingénieur du pays concerné. Et le matériel est exonéré. Et en général, quand il y a un marché, on amène du matériel pour 3-4 marchés. Donc, ils prennent les marchés du milliard, ils prennent le marché de 100 000. Donc ça aussi, c'est une injustice sociale dont il faut parler. Moi, je dis, pour revenir à votre question, qu'il faut adapter tout ça à la réalité. Aujourd'hui, capitalisme ou pas capitalisme, libéralisme ou pas libéralisme, tout le monde est dans la même situation, le monde va très mal. Et c'est généralement que le monde va mal et le monde est obligé de trouver des solutions. Et la solution passe par la justice sociale, la solution passe par la sécurité alimentaire, par la sécurité des jeunes, par la sécurité des femmes, par la sécurité de tout le monde. Écoutez, moi j'avais un prof d'histoire qui me disait, il me donnait un superbe exemple, il disait souvent, il me dit, vous savez, le communisme, il me disait, c'est le zoo. Il m'a dit, c'est chacun dans sa cage, tout le monde mange à sa faim, mais on n'a pas de liberté. Il m'a dit, le capitalisme, c'est la jungle. Il m'a dit, si l'antilope a le mal d'entendre l'antilope, ou le contraire, en tout cas, l'antilope peut faire sa prière. Donc voilà, donc il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre les deux, en se disant effectivement que les gens aujourd'hui veulent des réponses à leurs questions. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent plus en se disant, est-ce que j'ai étudié telle philosophie ou telle autre philosophie?
ils veulent du travail, ils veulent être respectés, ils veulent qu'il y ait de la justice quand ils vont en justice. C'est pas parce que monsieur est capable de payer 10 avocats et que moi je n'ai pas les moyens que pour autant le juge va peut-être prendre le côté de celui qui a des moyens financiers. C'est avoir le sentiment, pas seulement le sentiment, la réalité de se dire que la possibilité de pouvoir se faire entendre et d'être quelque part, nous les parlementaires, la voix des sans-voix. Tout à l'heure, madame parlait de justice sociale par rapport aux femmes. Oui. Je vais vous donner juste un dernier exemple, et j'aime bien le dire. Dans notre département, nous avons décidé d'engager des directrices femmes, parce qu'on estimait que c'est pas normal que les femmes n'accédaient pas à certains postes et qu'il fallait effectivement montrer effectivement que ces femmes sont aussi autant partenaires, autant intelligentes, c'est pas plus intelligentes parfois, dans beaucoup de cas que les hommes et tout. Et pourtant, quand elles sont à des postes de responsabilité, elles n'engagent que des hommes. Et donc, ça pose un sérieux problème. C'est pour vous dire simplement que la justice sociale, c'est tout un débat, mais je pense qu'il y a quand même une discussion de se dire qu'il y a un changement de mentalité à faire. Il ne suffit pas simplement de se dire, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire qu'on veut s'indigner, il faut se poser la question, est-ce qu'on y digne soi-même avant de pouvoir crier haut et fort qu'on s'indigne? Ben, je réponds en disant qu'effectivement, il y a un gros travail à faire à ce niveau. Moi, je peux donner l'exemple, je suis une femme qui était candidate, il y avait 28 candidats. J'étais la seule femme. Vous étiez la seule. Et ma caution a été payée par les femmes. Mais à la dernière minute, elles ont trahi pour voter pour les hommes. Donc c'est pour dire que quelque part, elles ont payé leur argent. Donc il n'y a pas plus que ça. Donc c'est pour dire que vraiment il y a un changement de mentalité parce que les hommes ont travaillé sur eux quelques jours avant le vote et puis elles ont changé. Voilà. Christian Caron, je suis curieux de connaître votre réponse parce que c'est vrai que le modèle français avec aujourd'hui, avec toutes les critiques qu'il peut y avoir, on a quand même l'impression que c'est un mélange d'interventionnisme, de libéralisme avec une vraie volonté de justice sociale. On a quand même un système de sécurité sociale qui, même s'il coûte énormément d'argent, apporte une réelle justice sociale. Il y a énormément, la société civile est extrêmement active. Il y a énormément de lois aussi qui permettent de protection, d'assistanat. Est-ce que finalement c'est ça la solution pour plus de justice sociale ? Déjà, un mot sur la problématique que vous posez. Est-ce que c'est le capitalisme, le libéralisme, le socialisme? Je pense que nous sommes en 2016. Nous avons vu sous nos yeux, nous sommes des générations qui avons eu l'invraisemblable chance de voir sous nos yeux l'échec de tous les dispositifs. L'échec de tous les dispositifs. Pendant des années, quand on était enfant, moi j'avais un oncle qui était député communiste et directeur de l'Humanité. Et dans les fêtes de famille, quand il nous parlait de l'URSS, on pensait que c'était le paradis. Et puis le paradis s'est écroulé et on a vu quelle était la réalité. Et si on voulait citer un exemple le plus parlant, on prendrait les deux Corées. Dans l'une, il y a un système socialiste et même communiste et on a la certitude aujourd'hui que les gens ne mangent pas à leur faim. Et la Corée du Sud, elle, je rappelle qu'en 1960, la Corée du Sud était au programme alimentaire mondial et recevait de l'aide des Nations Unies pour manger tous les jours. Et voilà maintenant des gens qui nous inondent de leurs voitures et de leurs écrans plats à travers le monde entier. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça et comme vous le dites très justement, il faut que les systèmes d'État et donc les parlements mettent en place les systèmes qui corrigent à chaque fois. Lorsque l'on est dans un système ultralibéral ou très libéral, les États-Unis sont un bon exemple puisqu'ils le revendiquent eux-mêmes. Je citais l'exemple d'Obama, je crois qu'il faut qu'il y ait des hommes politiques et des femmes politiques aussi qui se lèvent et qui disent le système est trop cruel pour les plus faibles et ces gens-là doivent être aidés. Et du reste, il y a aussi une bonne raison pour ces régimes d'aider les gens en plus grande difficulté, c'est que plus le gâteau est important à partager, plus le niveau de vie s'élève pour tout le monde. Alors maintenant, sur la France, je pense que la difficulté de la France, c'est que malheureusement, les responsables politiques qui portent une part de l'espérance sociale et de la justice sociale, naturellement, ce sont plutôt les partis de gauche. Je dis naturellement par vocation. La réalité est assez différente. Je pense que malheureusement, il y a parfois une confusion entre assistance et justice sociale. La justice sociale ne repose pas systématiquement dans l'assistance, parce que la dignité humaine et la responsabilité doivent conduire non pas à aider charitablement celui qui n'a pas à avoir un peu plus, bien sûr, mais il faut au contraire lui donner toute l'ampleur de sa dignité de personne humaine. Et donc il faut pouvoir donner à quelqu'un la possibilité de vivre décemment, d'éduquer ses enfants, de payer son loyer. Et pour ça, il faut lui donner les conditions, essentiellement l'éducation, la formation, et lui donner le coup de pouce nécessaire. Mais les systèmes qui consistent à dire ne vous inquiétez de rien, l'État va s'occuper de vous. Ça crée des multitudes de gens qui d'abord
sont maintenus à la portion congrue, parce que l'État ne peut pas donner des aides infinies. Et donc, ça crée du ressentiment et de l'amertume. Et je ne pense pas que ça réponde véritablement à la priorité de l'équité sociale et de la justice sociale. La justice sociale, c'est de donner à chacune et à chacun, quel qu'il soit, handicapé, malade, esprit moins intelligent que son voisin, les possibilités de trouver sa place et la place dont il a besoin dans la société. Et donc je crois qu'en France, on a peut-être trop mis en place des systèmes d'aide et d'assistance qui démobilisent les gens. Moi personnellement, je suis maire de banlieue. Quand quelqu'un me fait part de sa difficulté, nous avons dans ce département du Val-de-Marne, que d'aucuns connaissent, des gens qui ont cette sensibilité. Il y a des maires communistes qui disent tu peux pas payer ton loyer, tu le payes pas. Et puis d'autres s'en occuperont. Évidemment, la personne, elle sort du bureau du maire, elle est très contente. Moi, quand quelqu'un vient me voir et dit je ne peux pas payer mon loyer, je dis on va s'installer autour de la table, on va regarder d'où viennent les difficultés, on va essayer de reprendre la dette, on va essayer de vous aider de telle sorte que la personne un jour n'ait plus besoin de venir voir le maire et soit autonome. Et je pense que c'est ça la justice sociale, et on revient toujours à ce concept de dignité humaine. Un homme, une femme, quel qu'il soit, doit pouvoir vivre de son intelligence, de sa force physique, de sa force morale. Et je pense que c'est la grande différence avec les régimes qui veulent, eux, s'occuper de tout à la place de vous. Mais vous, vous êtes un individu, vous êtes un être humain, vous avez une vocation sur cette terre, vous n'êtes pas arrivé par hasard et vous n'allez pas au bout de votre vie par hasard non plus. Et donc je crois que notre vocation et notre raison d'être à nous, les élus, c'est de compenser, ce qui est tout à fait différent. Et c'est assister, mais c'est donner sa chance pour que la personne en question trouve effectivement son propre développement. Moi, quand dans mes actions de solidarité à travers l'Afrique, j'apporte de l'eau aux gens, parce que nous avons trop d'eau, trop de moyens, et donc nous donnons un peu de tout ce que nous avons en trop. Notre idée, c'est qu'après on s'en aille, nous, et que les personnes qui ont accès à l'eau potable puissent commencer ce développement. Et c'est du reste ce à quoi nous assistons. Nous revenons 3, 4 ans, 5 ans plus tard, et on voit des villages qui ont changé totalement. Les enfants sont redevenus en bonne santé, les femmes ont recréé une économie vivrière. C'est ça qui, pour moi, qui me motive dans mon engagement public, et je pense que c'est certainement ce qui renvoie aux calendes et au cintre des beaux esprits toutes les idéologies de droite, de gauche, des extrêmes, pour essayer de trouver ce chemin difficile, qui consiste à la fois à laisser l'initiative aux gens et de corriger ce que la vie elle-même n'a pas donné de manière égale à chacun. Alors, on va parler de la coopération internationale pour parler de justice sociale, mais je vais reprendre quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure. Là, on a parlé de la justice sociale au sein de chaque pays. Aujourd'hui, il y a un concept de justice sociale qui peut être beaucoup plus universel, vous l'avez parlé, en termes de coopération. Quand vous parlez, par exemple, des réfugiés et de l'arrivée dite massive par les médias européens de réfugiés syriens suite au conflit. On voit ce que ça provoque, notamment en France, au niveau de Calais, où on parle quasiment d'invasion, alors qu'on a d'autres pays comme le Liban qui en accueille 1 million, la Turquie qui en accueille près de 3 millions, l'Allemagne qui a ouvert ses portes. Mais est-ce que ce concept de justice sociale, lorsqu'on n'arrive pas à accepter d'avoir ou de contribuer à cette justice sociale à l'international, est-ce qu'on peut arriver à avoir une coopération pour ensuite avoir des vraies réflexions régionales dans chaque pays ? Je pense que oui. Je pense que le seul problème ce qui je m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit par exemple en Belgique qu'on a des réactions très dures de gens qui eux-mêmes étaient dans des difficultés et qui aujourd'hui, je vous dis tout à l'heure, des élèves sont devenus des mauvais maîtres, qui à un moment donné ont sorti dans une situation beaucoup meilleure. Le paradoxe des personnes d'origine, on va dire d'origine étrangère, qui sont marocains, qui sont turcs, qui ont à un moment donné bénéficié eux-mêmes parfois d'une certaine solidarité, sont les premiers à rejeter ces gens. Et on s'y dit, non, écoutez, voilà, parce que je ne suis pas encore sécurisé moi-même. Et donc, il y a des inquiétudes. Donc, on constate que dans la population, on n'a pas su, effectivement, rassurer les gens en leur disant, ne vous inquiétez pas, le gâteau est assez grand. Et on peut partager. Et que dans l'histoire, il a fait qu'à un moment donné, nous avions, par exemple en Belgique, plus de 1,5 million de Belges qui ont dû à un moment donné fuir la Belgique. 1 million, donc la plus grosse partie sont partis en France, il y en a qui sont partis en Hollande, il y en a qui sont partis en Angleterre. Je veux dire, chacun a essayé de trouver son chemin. Et au début, ils étaient tous le bienvenu. Mais après quelques mois, c'était des cafards, c'était devenu des gens indésirables, des voleurs, des profiteurs. Et donc, c'est exactement le même discours qu'on tient. Et donc, l'histoire, apparemment, ne suffit pas aux gens à beau de leur rappeler, de leur dire effectivement qu'on peut tous être susceptibles un jour de fuir notre pays. Mais ils fuient quoi, au fait ?
de fuite et nos bombes, nos propres bombes, puisqu'effectivement, on est tous dans des coalitions qui vont bombarder des pays, et ces gens fuient simplement. C'est de trouver un endroit où ils peuvent se sécuriser. Et voilà, et je pense qu'il est bon temps, à un moment donné, de réfléchir et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut accueillir ces gens et de la faire de la meilleure manière? Ce qui se passe à Calais, ce qui se passe chez nous en Belgique, dans certains quartiers, est un scandale. Et donc, le problème qui se passe, c'est que quand on voit maintenant que la police, parfois, a même marqué des gens avec de l'encre indélébile pour être sûr qu'on parle de la bonne personne, mais où est-ce qu'on va? Oui. Je comprends pas. Est-ce que les gens doivent revoir l'histoire? Et donc, je me dis à un moment donné que on a tous des responsabilités. Ces gens fuient une guerre. Et alors, à un moment donné, quand on leur dit, oui, ils ont des GSM à 400 ou 500 euros, excusez-moi, c'était pas des pauvres, c'est des gens aussi qui peut-être qui avaient des moyens financiers, qui avaient une stabilité, qui avaient une maison et qui ont décidé de fuir avec ses enfants. Moi, je suis père, j'ai moi-même 5 enfants. Je sais pas où je devrais aller si demain la France déciderait de bombarder Bruxelles. Je vais dire où on va aller, puisqu'à un moment donné, il y a un journaliste français qui a pensé, Éric Zemmour, qui suite aux attentats avec les problèmes de On veut bien l'annexer, mais pas le bombarder. Voilà. Ah non, mais parlez pas d'annexion de la Belgique, encore une fois, ça rappelle de mauvais souvenirs. Et donc je vous dis simplement que ça pose un problème. C'est dire, je vais aller où avec mes 5 enfants? Et je serais très content, effectivement, qu'à un moment donné, on dise, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas un profiteur, vous fouillez effectivement une situation qui est difficile, nous savons ce que c'est, nous vous donnons le gîte. Et on va essayer d'intégrer ces gens, les aider et les soutenir. C'est ça, et prendre de la hauteur et tout. Et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'on veut créer la forteresse Europe en se disant, c'est fini, ceux qui sont rentrés, eh ben, tout le reste, ils ont qu'à crever, excuse-moi. Alors, dans le cadre du forum, il y a un objectif, c'est d'amorcer une campagne parlementaire sur l'égide de l'Union interparlementaire. Là, comment on peut mettre en place une coopération internationale? Je souhaite revenir à un point qui est pour moi essentiel. Cette justice sociale intervient, telle que je l'ai évoquée, suite à une décision onusienne en 2007 et qui recommande que le 20 février soit une journée mondiale de la justice sociale. Cette institution internationale qui a émis cette décision ne devrait-elle pas être à l'origine de la justice sociale? Nous voyons toutes ces guerres, des peuples qui s'entretuent, des pays qui vendent, des pays qui achètent des armes, des meurtres, le terrorisme sous toutes ses facettes. Dans ce cadre justement de la justice sociale, le monde ne pouvait-il pas s'unir pour lutter contre ces phénomènes tels que le terrorisme, comme nous voyons? Et Haïdar a parlé de tous ces phénomènes, du terrorisme, les fuites des citoyens de leur patrie, leur accueil. Ceci résulte de l'entité qui a émis cette décision et qui exporte sa décision vers les autres. En fait, nous aurions pu avoir une solution verticale. Je vais illustrer tout cela par un exemple. Dans le cadre de la justice sociale dont nous parlons aujourd'hui, alors, nous parlons de cette justice sociale, des aides émanant de certains pays. Nous aurions souhaité en revanche avoir des programmes, et tels que l'a soulevé un des intervenants du forum. Est-il rationnel que 15 pays aient le monopole de la décision internationale? Pensez-vous que c'est là une justice sociale? Donc la justice sociale diffère d'un pays à un autre en raison des couches sociales. Alors, monsieur a parlé du fait qu'en sa qualité de maire, il a reçu donc un citoyen pour solutionner un problème. Je dirais que ici, je suis également président d'une commune, mais je n'ai pas les possibilités ni les moyens légaux de solutionner les problèmes des citoyens. Même ça, c'est pas la solution. En effet, ce n'est pas une solution, mais quand même. Et de ce fait, je dirais que dans le cadre de la justice sociale, que ce thème est un thème utile qui rassemble les gens, c'est un thème fédérateur, mais chacun dispose d'un remède pour son pays, pour parvenir à la justice sociale en l'absence d'une justice sociale. Alors, la coopération internationale, justement, ce que disait c'est Ansari, bon, il y a beaucoup de pays qui décident pour les autres, hein, ça aussi, c'est une question de justice sociale. Ça aussi, le rôle de l'ONU hein, dans tout ça, ouais, bah, je vous vois lever les yeux au ciel, Monsieur Cambon. Comment on active de manière effective cette coopération internationale? Il est évident que
pour revenir sur ce que vous disiez et faire le lien avec la coopération internationale, bien sûr que des continents comme l'Europe peuvent ouvrir leurs portes et accueillir les gens, mais je pense que notre responsabilité sur le plan international a été soit de déstabiliser des régimes, ou de les laisser déstabiliser, ou de ne pas leur venir en aide au moment où c'était nécessaire. Je pense que l'initiative américaine en Irak, qui a déstabilisé comme un château de cartes l'ensemble de la région, pèsera lourd dans l'histoire sur l'explication de tout ce qui se passe. Parce que le but de l'opération, c'est quand même pas de prendre des gens malheureux ou qui vivaient tout à fait normalement dans leur ville ou dans leur village syrien et de les installer dans la Creuse ou dans la Haute-Saône. Enfin, imaginons-nous en sens inverse, c'est-à-dire moi, ce soir on me prend et on m'embarque au cœur de la Syrie pour me dire, bah écoutez, voilà votre cadre de vie. Est-ce que franchement, je le vivrais bien? Donc je pense qu'il y a une responsabilité formidable des États à ne pas avoir aidé ou ne pas avoir été suffisamment clairvoyants et laisser des régimes déstabilisés et avoir créé cet état de fait. Alors maintenant sur les organisations internationales, il est vrai il y a des jours où on a envie de dire, mais où est l'ONU? Alors moi la commission des affaires étrangères va, et j'ai donc fait partie de ces délégations, je vais régulièrement aux Nations Unies auditionner les représentants permanents, je vois le secrétaire général des Nations Unies et nous lui posons cette question. Et il lève un peu les bras au ciel, parce que finalement on s'aperçoit bien que l'Organisation des Nations Unies telle qu'elle existe de la dernière guerre est peut-être tout à fait inadaptée. Alors, un ministre des Affaires étrangères avait développé le droit d'ingérence. Hein. Bon, est-ce que c'est vers ça qu'il faut aller? On voit bien en tous les cas l'incapacité des systèmes de coopération internationale à régler les problèmes, et tous les jours, à l'heure où on parle, des massacres se perpétuent et on ne peut rien. On réunit le Conseil de sécurité, alors on amuse la galerie avec ça et rien ne se passe. Et même les contingents des Nations Unies qui viennent s'opposer le font dans des conditions qui sont parfois assez contrastées. Sauf pour le terrorisme. Là, voilà. On met tout le monde d'accord. Voilà. Alors, je pense effectivement qu'il va falloir réfléchir à un nouvel ordre mondial, à un nouveau système de coopération qui peut-être soit plus directif. Parce que sans ça, si c'est uniquement, il faut constamment réunir vous savez qu'on s'interroge beaucoup sur le droit de veto, par exemple, hein, puisqu'un seul pays a le droit de lever la main et tout s'arrête. Bon, et c'est pour ça que je vous posais la question sur le concept international, universel de justice sociale ou de justice tout court. Voilà, effectivement, ça sous-entend que de nouveaux mécanismes soient en route pour que le bon sens international, la bonne conscience internationale, la justice sociale internationale l'emporte sur les égoïsmes nationaux. Il nous faut encore démocratie mondiale pour démocratie locale. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. La justice sociale consiste aussi à punir quand quelqu'un a fait des erreurs aussi graves. Parce qu'il a parlé tantôt de l'Irak, mais moi je dirais que ce que connaît le Sahel aujourd'hui, c'est parti de la Libye. Et la Libye, on sait que c'est quand même à l'époque la France qui est partie prenante. Sur une résolution des Nations Unies. Mais quand même c'était proposé par la France. Donc, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit même le Mali d'où je viens, il ne faudrait pas que, comme il l'a dit, de façon impunie, que les pays se lèvent, qu'ils aillent s'ingérer, parce qu'ils n'ont pas contribué. C'est-à-dire qu'ils ont même, c'est même ces pays-là qui ont fait, en tout cas par rapport à la Libye, c'est la France qui a proposé la résolution, et cette résolution a été adoptée par les Nations Unies, et ils sont allés faire ce qui est en train de se passer en Libye. Aujourd'hui, la Libye est ingérable. Moi, je pense que ça, c'est des choses aussi à punir. C'est-à-dire qu'après avoir réglé le problème, pardon, excuse-moi, après avoir réglé le problème de Kadhafi, il fallait véritablement s'occuper de la Libye et ne pas les laisser seuls face à leur destin. En tout cas, moi, je pense que c'est un débat c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre qui est délicate, parce qu'effectivement, on parle des Nations Unies. Non, mais elle pose une question fondamentale, parce qu'on est en train de parler de coopération internationale pour une justice sociale. Si on parle de justice sociale, et si on parle des Nations Unies, et on parle effectivement des résolutions qui sont prises, regardez ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, on va débattre là-dessus, les résolutions, on en a pris, et on voit là. Et des 1452, 1453, 1454, 1556, et des résolutions, on voit là. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces résolutions? À un moment donné, de se dire, si on décide à un moment donné de prendre des mesures, à ce moment-là, il faut les appliquer. Et c'est ça. Je vous dis, c'est bien de dire aux autres, de dire voilà comment il faut faire, mais il faut les appliquer. Et le problème aujourd'hui, c'est effectivement d'être crédible. Et c'est le gros problème que nous avons, nous les politiques aujourd'hui, et que nous recevons en retour chez les gens qui nous disent, mais monsieur, le discours que vous dites aujourd'hui,
Si je fais un replay et je reviens sur 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, j'ai l'impression d'entendre mon père, ma mère, mon frère ou un autre collègue politicien. Je peux savoir pourquoi ça n'avance pas, monsieur. Oui. Est-ce que je peux savoir aujourd'hui le discours que vous nous tenez? Et c'est pour ça que je reviens à un moment donné parfois à cette fameuse phrase de la personne qui me disait, vous savez, monsieur, que le Maroc utilise ça dans temps interminable, mais c'est partout la même chose. Et souvent, je veux dire, les gens doivent attendre en leur disant, vous inquiétez pas, votre tour viendra. Mais monsieur, pourquoi c'est vous qui déterminez quand ce sera mon tour? Et quand, effectivement, et pourquoi est-ce que c'est la chance ou la malchance qui va déterminer si, effectivement, mon avenir aura telle direction ou telle direction? Monsieur, on vous a élu pour changer les choses. On vous a fait une MNA. C'est le vote pour que vous puissiez aller dans une direction. Alors, vos promesses, vous devez les tenir. Mais si vous, apparemment, vous ne les tenez pas, à quoi ça sert que les gens vont encore aller voter? Vous savez, à Bruxelles, et c'est un gros problème que nous avons pratiquement 47% des Bruxellois qui ne votent pas. Donc il y a un sérieux problème. Alors que le vote est obligatoire. Alors que le vote est obligatoire, ils sont prêts à recevoir une amende administrative que d'aller voter. En se disant que cette obligation, c'est se dire aujourd'hui que la confiance qui existe entre les politiques et les citoyens est vraiment brisée. Et je pense qu'il est temps qu'on passe aux actes parce que le blabla, ils en ont marre, les gens. C'est dans la nature humaine, la justice sociale. Vous dites, on a ouvert la boîte de Pandore, mais finalement, je vous ai titillé un peu pour qu'on aille finalement dans les grandes généralités internationales et qu'on voit la situation du monde. Est-ce que finalement, il nous reste vraiment quelques minutes, ça sera le dernier mot, mais est-ce que là, l'effort qui est à fournir, on parlait de coopération internationale, il y a beaucoup de choses à régler avant que même ce concept-là puisse être accepté, même au niveau des populations, on l'a bien vu, on l'a bien avec les réfugiés, on l'a bien vu avec toutes les résolutions de l'ONU qui sont bafouées. Pour dire ce que vous êtes en train de dire, vous savez, la MINUSMA, les contingents des Nations Unies, ils ont été attaqués à Gao par des jeunes avec des cailloux et des pierres et ils ont été obligés de tirer sur eux, il y a eu 2 morts. C'est pour dire que les gens, au niveau des populations, il y a un travail à faire parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'on s'occupe d'eux. Pour eux, les Nations Unies, ils sont là parce que même l'eau minérale vient par cargo de l'extérieur. Alors, dernier mot, M. Ansari, parce qu'il nous reste une minute. À mon opinion, la justice sociale pour le Maroc est synonyme de dignité et d'absence du mépris. Ceci est essentiel. La dignité vient avant même la vie. Et après cette dignité et l'absence de mépris, donc viennent d'autres éléments, l'enseignement, la santé et autres. Nous souhaitons que le Maroc renforce sa trajectoire et traverse au moins des étapes importantes. Merci. Je crois que la justice sociale, c'est l'espérance la plus partagée au monde et c'est sans doute le bien le plus difficile à atteindre. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet qui est vaste. C'est pas en 60 minutes qu'on va régler le problème de la justice sociale. Excellente soirée sur Médien TV. La rediffusion à 22h40 comme tous les soirs. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.